Salut les petits amis. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un petit podcast dans lequel je voulais vous parler un petit peu du superbe jeu qui est Black Ops 2. Ce jeu sorti en 2012, fin de l'année 2012, et qui marque la fin d'un super cycle. Un super cycle avec une série de Call of Duty de très grande classe, comme on avait pu un petit peu en discuter dans les précédents podcasts d'ailleurs. Parmi d'autres, je citerai MW2 2009, Black Ops 1 2010 évidemment, MW3 en 2011. Et puis ça va de soi, Code 4 et World at War auparavant, qui avait d'ailleurs, on peut un peu le dire, posé les bases de ces magnifiques Call of. Donc voilà, on est en 2012. On peut dire qu'on a été très bien gâté par Activision, puisque je le rappelle, c'est Activision qui est à l'origine de Call of Duty. Et après, il y a deux studios qui se répartissent, euh, on va dire un peu le boulot, mais pour eux, ils ont fait ça tellement bien que on n'a même pas, enfin, le mot boulot n'est pas très flatteur, parce que la première chose qui ressort, on va dire, de ces superbes Call of, je trouve, pour ma part, que c'est vraiment, je pense que vous me rejoindrez sûrement, c'est vraiment le mot passion, ce sont des Call of Duty où ces développeurs sont avant tout des gens passionnés. C'est ce qu'on ressent dans ces superbes jeux. Et d'ailleurs, une petite anecdote rapidement, euh, je sais pas si vous le saviez, que le mode zombie était un mode qui était apparu un peu un peu comme on dit un cheveu sur la soupe, dans le sens où les développeurs, pendant leur pause de déjeuner, alors qu'ils étaient sur la création de World at War, eh bien ils avaient inventé voilà, juste pour se divertir entre midi et deux, comme on dit, un mini-jeu où en fait, voilà, le but c'était d'abattre des zombies. Ou en tout cas, bon, est-ce que c'était des zombies, je pense, mais en tout cas, voilà, c'était exactement le même principe qu'ils nous ont fait après pour le mode zombie. Et après, ils se sont dit, bah tiens, nous on prend énormément de plaisir à jouer là-dessus, donc pourquoi ne pas le proposer à nos chers passionnés de jeux vidéo, en l'occurrence nous, évidemment. Et donc c'est comme ça que le mode zombie est né. Donc voilà, on peut voir que ces personnes-là, ces chers développeurs, euh, alors même qu'ils sont déjà en train de bosser sur un jeu vidéo, ils ne pensent même pas à faire autre chose pendant leur pause, ils sont encore en train voilà, le- ils ont encore à l'esprit finalement de jouer, de créer, etc. Donc si ça c'est pas de la passion, je sais pas comment on peut l'appeler autrement. Donc alors un instant, je décapsule ma petite bouteille. Une seconde les amis. Voilà, on se retrouve. Voilà, pardonnez-moi pour cette petite coupure. Mais j'aime bien m'hydrater comme il se doit lorsque je vous parle. En plus, parfois, je ne sais pas combien de temps cela peut durer. Voilà, donc petite parenthèse refermée aussitôt. Euh, oui, voilà, donc du coup, voilà un petit peu le contexte dans lequel sort Black Ops 2. Donc juste pour le redire rapidement, donc en fin 2012, après des très bons Call of, on peut dire des grands crus. Et voilà, les joueurs se demandent peut-être un petit peu à l'époque, en tout cas pour ma part, c'était mon cas, et on ressentait un petit peu que, comment la barre a été mise si haut, alors comment arriver encore pourquoi pas, nous proposer un contenu, un jeu vidéo qui va nous divertir, qui
qui sera un peu différent de ce qu'on a eu jusque-là, mais qui en même temps reste sur les bases de ce qu'on adore dans ce superbe Call of. Et donc le studio qui est en charge du développement pour alors, c'est donc Treyarch. Et ils ont opté pour comment? Pour un jeu. Alors déjà le nom du jeu, hein, c'est donc Black Ops 2. Hein, maintenant ça paraît au-delà d'évident, on va dire. Mais voilà, donc à l'époque on découvre que ce sera une suite à Black Ops 1. Donc déjà, voilà, l'engouement quand même est assez présent, hein, je veux dire. Bon, après j'ai plus tous les détails en tête non plus, mais en tout cas il n'y a pas eu notamment une polémique comme il y aurait pu avoir par la suite avec Infinite Warfare. Et puis bon, le nom de Black Ops quand même plaît, hein, puisque Black Ops 1, bon, tous les Call of ont connu des petites, pas des, on va dire des espèces des mini critiques, mais ça c'est normal quand on est dans le moment présent, il y a toujours un peu ce genre de, voilà, de petites remises en question sur certains points, notamment Black Ops 1. Ce qui avait été peut-être remis en cause, c'était peut-être un côté un petit peu lourd dans le gameplay, des petites critiques sur voilà, un peu le jeu au snipe qui était pas évident, des petites choses comme ça. Mais dans l'ensemble, et puis peut-être la période, enfin dans le sens où c'était pas des armes peut-être aussi dans l'ère actuelle par rapport à du MW2, donc voilà, bon. Mais après très vite, on a tous adoré ce jeu et ces critiques-là ont vite été vite balayées, hein. Et donc voilà, en gros, tout ça pour dire que voilà, l'appellation et le label, ou le nom en tout cas de Black Ops, a priori fait rêver, hein, donc on est plutôt content. Et après, reste à savoir dans quel contexte, au niveau, pas historique, mais vous m'aurez compris un peu dans quelle époque a été choisie pour ce superbe Black Ops 2. Et en l'occurrence, eh bien, c'est une période pour alors, on pourrait qualifier un peu on pourrait alors un petit peu la qualifier de futuriste, puisque en 2012, ne serait-ce que Newton 2025, comme son nom l'indique, eh bien, se situait à plus de 10 ans plus tard, et en sachant que, si je ne me trompe pas, il y a même des périodes qui vont un peu plus loin dans le mode campagne, notamment peut-être les années, je sais pas, probablement 2040, ou en tout cas, c'est un peu ce qu'on ressent, en tout cas, quand on joue vraiment au niveau notamment du matériel à sa disposition, un petit peu des technologies très avancées. Bon, après, il faudrait refaire un peu le mode campagne pour revoir tout ça, mais voilà, c'était un contexte qu'on pourrait qualifier de quand même assez futuriste, hein. Et sans non plus tomber voilà, c'est pas non plus le siècle, on n'est pas dans un siècle plus tard, bien évidemment. Mais voilà, ne serait-ce que quand on est sur la map, bah justement, Nuketown 2025, on voit bien un peu ce côté un peu, pas surréaliste, mais pas loin, c'est-à-dire que il y a des choses qui, même encore à l'heure actuelle, voilà, on n'en dispose pas. On voit que ça reste un peu quelque chose qui a été un peu comme inventé par les développeurs. Et puis voilà, euh, donc ce contexte-là, au départ, peut-être, on l'appréhende légèrement, mais bon, c'est pas non plus bien méchant, hein. Encore une fois, c'est pas comme du Infinite Warfare qui avait un peu défrayé la chronique. Mais voilà, donc après le jeu sort et puis, ou en tout cas les trailers, et puis on s'aperçoit vite qu'en fait les petits détails, enfin dans le gameplay pur, cette période fait qu'en gros on va avoir notamment des équipements. Alors par exemple, quand on veut lancer son drone ou lancer un killstreak de façon un peu générale, par exemple, on va avoir une espèce de montre, en tout cas un bracelet, avec un peu à l'image comment on les appelle, les Apple Watch qu'on a désormais depuis quelques temps maintenant,
mais avec un écran bien plus allongé, un peu comme si c'était un téléphone, mais qui fait un téléphone qui serait le long de son poignet, en gros. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire, un peu allongé comme ça, et qui suit un peu le mouvement du début de l'avant-bras, en fait. Donc voilà, et puis évidemment, le tout étant en tactile, bien sûr. Donc là, on voit un peu une différence avec les Call of précédents, dans lesquels on balançait, enfin, oui, on balançait, on va dire, les killstreaks avec une espèce de une télécommande, quoi, hein, voilà, un bon vieux équipement de l'armée. Et voilà, donc après, pareil, pour balancer des bombardements furtifs, ou des bombardements tout simplement, euh, on faisait usage une tablette, une belle tablette tactile d'ailleurs. Euh, donc en gros, les tablettes, en 2012, ça existait bien sûr. Enfin, quoi que je dis bien sûr, je ne sais pas, peut-être que certains auraient oublié ou peut-être pas trop connu la période. Euh, D'ailleurs, ça fait bizarre de dire pas trop connaître la période 2012 parce que finalement, c'est pas si loin. Et puis, voilà, je pense que pour la plupart, on a quand même un minimum vécu cette période, mais voilà, faut quand même savoir que il y en a qui à cette période-là, étaient vraiment très, très jeunes, voire presque des nouveau-nés, on va dire, hein, puisque je vous rappelle, on est quand même en 2025 hein, à l'heure actuelle. Donc je ne sais pas, un ado qui aurait 15 ans ne serait jamais né qu'en 2010. Hein. Donc voilà, en 2012, ça faisait un peu juste hein, pour connaître tout ça. Euh, et donc voilà, on ressent un petit peu ce côté pseudo-futuriste, hein, mais c'est pas méchant. Et puis pareil pour le gameplay, c'est un gameplay qui se joue au sol. Donc de ce côté-là, pas besoin de polémique. Il y a pas eu de polémique, pas de. Enfin voilà, on reste dans nos habitudes de Call of qu'on a connu sur la PS3 jusque-là. Alors pour ce qui est un petit peu après avoir parlé là un petit peu le contexte de ce jeu, de ce Black Ops 2, euh, on pourrait ensemble parler alors pour ce qui est des graphismes, on est sur un jeu qui est, je pense que vous serez assez d'accord avec moi, on peut le dire hein, qu'il est très coloré, donc des belles couleurs assez vives. Moi, il me faisait presque penser à, alors évidemment, comme on dit, comme l'expression le dit, toute proportion gardée, bien sûr, dans le sens où ce que je veux dire, c'est à prendre avec des pincettes, mais on aurait dit un peu comme une bande dessinée. Enfin, je trouvais que ça faisait des couleurs comme ça. C'était pas dans un réalisme très très prononcé, quoi. C'était voilà, on sentait qu'on était face à qu'on jouait pour le coup à un jeu vidéo, c'est qu'à de le dire. Euh, et que du coup, voilà, à comparer notamment à. Alors après, moi, je vais juste reprendre une petite gorgée d'eau. Donc si j'ai une petite coupure, c'est normal. Voilà, comme ça, je veux que vous continuez à bien entendre ce que je dis. Voilà. Et donc, en fait, à comparer à un Black Ops 1, Black Ops 1 qui avait des couleurs très, très ternes, assez grises, chose qui était un peu volontaire, hein, puisque ça permettait de reproduire un petit peu un contexte de guerre froide, un petit peu à l'ancienne comme ça. Donc là, on est un petit peu à l'opposé de ça. Et voilà, je veux dire, enfin, c- moi, ma petite théorie, c'est que, évidemment, enfin, après, vous allez me dire, c'est de la logique pure, hein, mais, enfin, je veux dire, ce que je veux dire, voilà, ça reste assez cohérent et j'invente pas grand-chose, mais est-ce que vous seriez d'accord avec moi que les développeurs ont tout simplement fait ça, bah voilà, pour qu'on ait un droit à un jeu qui ne ressemble pas à ce qu'on a eu précédemment? Parce que à quoi ça servirait de ressortir un jeu euh, qui ou bien ressemblerait, au minimum, ressemblerait euh, à Black Ops 1, ou bien sans force, enfin,
ouais, au minimum qui ressemblerait à Black Ops 1 ou qui serait, on va dire, qui s'en rapprocherait. Enfin, autant nous proposer un jeu euh, qui vraiment s'éloigne de ce qu'on a eu pour alors. Alors juste un instant les amis, je reprends une petite gorgée. Voilà, donc je vous le disais, en gros, Black Ops 2, euh, alors pardonnez-moi pour cette petite coupure. Voilà, on reprend tout de suite sur sa lancée. Euh, et donc voilà, je parlais un petit peu du fait que Black Ops 2 est très différent au niveau de son apparence par rapport à un Black Ops 1. Et d'ailleurs, pour aller dans ce sens, on peut aussi le voir dans le sens où la période de BO1 se situe vraiment un petit peu dans le passé, mais alors, dans le passé, vous me direz ça, c'est sûr, mais un petit peu pardon, au début de tout ce qui est l'ère un petit peu, on va dire, les débuts de la modernité. Alors attention, hein, quand je dis modernité, je veux pas dire que le XXe siècle, vers la Première Guerre mondiale, je veux pas dire que c'était le Moyen Âge non plus, mais voilà, je veux dire, finalement, il y a beaucoup de choses qu'on a aujourd'hui qui n'étaient pas là. Alors, je ne rentre pas dans des... Voilà, je ne suis pas un spécialiste en histoire, mais voilà, rapidement, il y a certaines choses, on se rend compte on les a pas eues avant les années peut-être 50-60. Par exemple, les premiers postes de télévision, de radio, les moyens de transport tels que des avions, et qui soient d'abord, enfin, qui notamment qui existent, mais en plus qu'après qui soient très développés. Donc voilà, donc Black Ops 1, lui, c'est un peu c'est la guerre froide, hein, comme on l'avait déjà vu dans le podcast qui était consacré d'ailleurs. Et donc voilà, ce n'est pas un jeu non plus sur la Deuxième Guerre mondiale, c'est un jeu assez moderne, mais voilà, là avec Black Ops 2, on est encore une fois un peu à l'opposé, parce que on est dans un futur assez proche, et là pour le coup, la modernité, si on peut appeler ça comme ça, elle est vraiment poussée un peu à son maximum, en tout cas de ce qu'on connaît un peu à l'heure actuelle. Voilà, ça y ressemble, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des choses, on est dans un contexte assez contemporain, avec beaucoup de choses dont on dispose déjà à l'heure actuelle, et c'est pas non plus les soucoupes volantes, et puis je ne sais pas, on n'est pas dans le cinquième élément pour ceux qui connaissent, avec des taxis qui volent dans le ciel, enfin des taxis ou autres, hein, des voitures qui volent dans le ciel, ou voilà. On reste assez dans un gameplay terre à terre. Donc voilà. Donc ceci étant dit, hum, pour ce qui est après
alors, bon, j'allais vous parler un peu du gameplay, mais j'ai peut-être envie de vous évoquer un petit peu, faire un petit tour des maps. Euh, alors moi, je trouve que les maps sont très très bien. De toute façon, euh, je veux dire, la plupart des maps de ces premiers Call of, époque PS3, sont en général, voilà, il y a vraiment pas de gros loupés. À la limite, on peut avoir eu droit, voilà, je vais y arriver. On peut avoir eu droit à certaines maps parfois un peu disproportionnées, je veux dire par là un peu trop grandes, notamment la map Crysis. Euh, bon voilà, je vais pas trop revenir là-dessus, j'en ai déjà parlé, hein, mais par rapport à la conception des maps, comment elles sont fichues, etc., comment elles ont été conçues pour qu'après nous on ait un minimum de stratégie à adopter, ça là-dessus, voilà, de manière générale, Call of nous a pas déçus, au contraire. Et c'est ce pourquoi d'ailleurs on est nombreux à être fans de ce jeu. Donc Black Ops 2 est un petit peu, moi, pour moi, dans la lancée enfin, est dans cette lancée-là, on va dire. Euh, mais voilà, je dirais quand même que c'est un jeu où les maps sont un peu plus. Euh, c'est pas. Comment? Elles ne se valent pas toutes. Voilà. Euh, alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, pour moi, en tout cas, il y en a quelques-unes que vraiment je vais adorer. D'autres que je vais trouver sympas mais sans plus, et quelques-unes sur lesquelles j'ai parfois eu du mal à un peu à prendre du plaisir de jeu. Alors commençons, admettons, par les maps, on va dire, de, on va dire à peu près dans la moyenne, mais sans plus. Euh, Par exemple, je pense à Overflow et Yemen. Alors sans dire que ce ne sont pas des bonnes maps, mais en fait, je trouve qu'elles sont un peu. En fait, je voudrais apporter un bémol avant même de dire quoi que ce soit. En fait, c'est-à-dire que bon, ce sont des bonnes maps, mais parfois, on va avoir du mal à se trouver les uns les autres. Et puis, il suffirait de tomber sur un accueil un peu timide ou avec des joueurs peut-être qui débutent ou qui ne sont pas des joueurs qui vont se déplacer en continu sur la map parce que bon, il faut tout hein, pour faire une bonne partie. Il faut un peu des joueurs statiques, il faut peut-être d'autres qui sont un peu plus dans le rush, etc. Mais voilà, je trouve que des maps comme Yemen et Overflow, à la limite dans le même style, j'adorais beaucoup plus Summit sur BO1. Dans le sens où ce sont des maps qui se ressemblent parce que elles sont un peu réparties avec trois couloirs, si on peut dire. Donc gauche, droite et puis un axe au milieu. Et Overflow et Yemen, c'est un peu ça. Mais on n'arrive pas, je trouve, à prendre autant de plaisir que sur du Summit, par exemple. Ou même sur du Raid. Parce que Raid, je vais y revenir après, pareil. Donc voilà, ça c'est deux exemples de maps que j'ai un peu moins kiffé, mais que ça va, ça passe, on va dire quand même. Euh, Après, dans les maps un petit peu trop grandes, je ne sais pas ce que vous en penserez, mais la map Turbine, je la qualifierais de map un petit peu trop grande. Alors certes, elle peut donner lieu à des duels un petit peu de loin qui peuvent être intéressants. On peut faire des long shots par moment et chose qu'on ne peut pas faire sur beaucoup de maps par ailleurs. Donc ça, c'est pour son bon point. Mais voilà, si on est dans une partie à 6 contre 6, hein, ce qui est souvent le cas sur Call of, voilà, parfois on peut mettre un peu de temps à trouver des adversaires. Euh, Ensuite, dans les maps, où pareil, un peu à l'image d'Overflow, la map drone, elle est intéressante, mais à la fois, elle... Alors après, j'allais dire, ça c'est toujours, on ne sait pas comment, j'allais dire, elle incite certains joueurs peut-être à se mettre en fond de map, mais bon, vous me direz, c'est à chacun de prendre ses responsabilités et personne n'est personne n'est contraint de plus ou moins de camper, hein. Chacun fait ses propres choix. Mais voilà, le résultat, il est que en tout cas sur drone,
On a souvent eu droit à des parties avec des joueurs qui restent un petit peu allongés, notamment vers le fond, là où il y a beaucoup de verdure, hein, si on peut dire, de végétation, tout ça. Mais bon, par ailleurs, voilà, si les gens, encore une fois, jouent le jeu, on peut s'amuser sur drone, hein. Moi, d'ailleurs, dans mes parties que j'ai mises sur YouTube, il y en a une sur drone. Et moi-même, j'ai été surpris de vous proposer une partie sur drone parce que, bah, en fait, c'était une partie vraiment superbe. D'ailleurs, voilà, la plupart de mes vidéos sont actuelles. Et donc, encore à l'heure aujourd'hui, on peut s'éclater bah, déjà sur Black Ops 2 et en plus sur drone. Donc, comme quoi, voilà, ça ne veut rien dire. Mais voilà, pour ce qui est de mon avis un peu global sur ces quelques maps, autre map un peu originale, enfin plus originale que la moyenne, qui était la map Carrière ou Carrier selon la prononciation, qui se déroulait sur un porte-avions, si je ne m'abuse, et dans une forme vraiment originale avec alors pour le coup c'est pas un rectangle, c'est une espèce de forme un peu pas en cercle mais presque, hein, et avec des spawns un petit peu tout autour comme ça, et avec une logique qui lui est propre. Euh, donc ouais, carrière, pourquoi pas, une bonne petite map je trouve. Et alors après il y avait une autre map, euh, c'est dommage, le nom ne me revient pas. Alors si je peux la décrire, alors attendez, comment elle s'appelle? C'est une map, c'est pas drone. Bon, ça ne fait rien, ça ne me revient pas. Mais voilà, je voulais maintenant parler un peu plus de certaines maps que j'ai adorées pour le coup. Et je pense que là, je me tromperai, je ne m'avancerai pas. Enfin, je pense que je ne me trompe pas si je dis que voilà, c'est pas uniquement mon avis, c'est simplement des bangers. Alors évidemment, la map Raid que j'en parle ou Raid, hein, selon voilà, j'en parlais un petit peu précédemment. Euh, donc déjà cette map au niveau de son ambiance, elle est juste magique. Euh, elle se déroule pardon à Hollywood. On le sait parce que le nom de chaque map est écrit comment dire, l'espèce de fond d'écran auquel on a le droit pendant le chargement de la partie, dans le mode multijoueur bien sûr. Et d'ailleurs, dans les chargements, ce que j'ai adoré, c'est les petites musiques de fond qui nous ont mis, qui collent à peu près à chaque map. Pardon, petite parenthèse, boisson, eau en tout cas. Et donc ouais, vraiment, elle se déroule à Hollywood et puis c'est un contexte de map auquel on n'a pas eu beaucoup droit pour alors, c'est-à-dire une espèce de un manoir un peu à l'américaine, très moderne. Donc évidemment, qui dit manoir dit une grande propriété, euh, probablement d'une star américaine, ou en tout cas quelqu'un on peut dire ouais, de fortuné, hein. Et donc on a le droit notamment à des superbes bagnoles, voitures un peu de sport réparties de part et d'autre de la map. Il y a aussi des très beaux palmiers qui pareil, participent à la belle ambiance. Il y a le fameux petit terrain de basket dans un coin de la map où de nombreux joueurs ont essayé d'ailleurs de rentrer des paniers en tirant sur des ballons de basket. Je pense que ça vous rappelle des petits souvenirs, je pense. Il y a aussi la superbe piscine, un petit peu comme ça, qui donne sur après toute la Californie, là, une belle vue en panorama, comme ça, un petit peu. Et puis on peut, après, au-dessus de la piscine, on peut monter dans une espèce de chambre à dormir, à coucher. Pareil, une belle chambre de star, hein, on peut le dire. Euh, et puis voilà, après, elle est faite un petit peu de béton comme ça, un peu partout. Et voilà, c'est un contexte auquel on n'a pas eu trop le droit et c'est vachement sympa et très innovant, un tel contexte de map, je trouve. Euh, et puis donc voilà, au niveau après de la stratégie un peu plus technique,
On a évidemment un petit peu, on peut partir, on peut faire tout le tour de la map, mais il y a aussi un axe principal et puis une espèce de cour comme ça au milieu, qui donne d'ailleurs, enfin où chaque axe de la map, c'est-à-dire gauche, droite, devant, derrière, débouche sur cette petite cour. Donc je vous laisse imaginer, ou en tout cas vous remémorer tous les duels qu'il y a pu, ou même plus que des duels d'ailleurs, les véritables batailles acharnées qu'il y a pu avoir dans ce petit périmètre. Euh, on pouvait d'ailleurs balancer du C4 par-dessus l'espèce de petit panneau de bois, à condition de ne pas être très loin du panneau en question de bois. Mais on pouvait aussi arriver depuis son spawn et bourriner avec soit son fusil d'assaut ou même pourquoi pas avec un bon sniper. On pouvait vraiment bourlinguer à travers les panneaux de bois et puis étant très fin, on pouvait faire des petits massacres, des beaux wallbangs comme on dit. Voilà, donc que dire de plus sur cette belle map? Bah ouais, c'est ça, en un seul mot, c'est une très belle map, hein, et en plus de ça, très plaisante à jouer. Donc je pense qu'elle a marqué, elle a contribué, on va dire, à faire la légende de Black Ops 2. Et puis évidemment, ensuite, on a du Hijacked, ou Hijacked, ou voilà, c'est encore une fois l'accent, hein, c'est chacun peut le dire à sa manière, j'ai envie de dire. Mais voilà, Hijack, très sympa aussi. Alors pourquoi très sympa? Eh bien, déjà au niveau de la stratégie à laquelle elle donne droit, elle est très intéressante. C'est en gros deux couloirs sur les côtés et puis encore une fois un axe un petit peu plus comme ça au milieu. En sachant qu'on peut aussi passer par les sous-sols, pardon, par les sous-sols du bateau, pour pourquoi pas aller dans le spawn adverse tel un petit espion. Et, euh, et voilà. Et après, on peut donc contourner sur les côtés, mais le tout étant assez étroit, c'est-à-dire que la map n'est pas bien large, hein. Vous me direz, jusque-là c'est logique, c'est le contraire Enfin, c'est le contraire de... Je me perds un peu dans mes mots, mais elle est... Oui, enfin, c'est-à-dire que en gros, on va pas passer un temps infini à chercher l'adversaire, et on pourra jamais non plus euh, être à des distances les uns des autres qui ferait qu'on passerait trop de temps à se chercher. Et bon après c'est pas toujours simple de remettre en mots un peu tout ça, mais euh, voilà, je pense que Hijack, elle nous a tous vraiment marqué. Et pareil, ce contexte comme ça, un peu dans un bateau de croisière, c'était très original. Et encore une fois, c'est vrai qu'en y repensant là comme ça, en même temps que je vous parle, on voit que Black Ops 2 a réussi à faire un jeu avec des maps intéressantes dans leur stratégie, enfin dans les gameplays quoi. Mais en même temps, ils ont particulièrement réussi le côté ambiance des maps. euh, et je crois que on peut dire que l'ambiance d'une map, c'est aussi important que que la construction de la map par elle-même. Et que même, et voilà, je veux dire, on est dans l'accueil, par exemple, on a envie de voter pour telle ou telle map parce qu'on sait aussi qu'on va passer un bon moment pour les yeux, quoi. Je veux dire, le visuel, il joue aussi pour beaucoup. Donc ouais, Hijack, pareil, hein, très agréable. Bah, pour le coup, c'est un peu comme Summit, hein, enfin, elle est un peu dans un style, au niveau de sa forme, un peu pareil, avec des trois axes principaux. Donc moi, pour ma part, j'aime beaucoup des maps comme ça. Et puis, je voudrais quand même évoquer une map euh, qui peut-être était classée un petit peu en dessous de ces deux précédentes maps dont je viens de parler.
mais qui s'appelait, enfin qui n'est autre que Slums. Euh, et Slums vraiment très sympa. Elle se déroulait au Panama, si ma mémoire est bonne, avec bah, évidemment qui dit Panama dit de très belles couleurs. D'ailleurs, en y repensant, ça fait penser un peu à la map Favela de MW2, avec beaucoup de végétation, un peu comme ça, à la manière de l'Amérique du Sud. Euh, et donc voilà, des jolies couleurs, une, un peu à l'opposé de Hijack, dans le sens où elle n'est pas allongée pareil et pas étroite comme Hijacked, mais par contre elle est un peu plus large, mais toujours avec ces fameux couloirs et puis enfin vraiment c'est génial quoi, tout simplement c'est des superbes maps et Slums avec la petite fontaine aussi, là ça j'y repense, la petite fontaine autour de laquelle on pouvait un petit peu essayer de se cacher pour, ou en tout cas se mettre à couvert pour éliminer son prochain, hein, si on peut dire ça. Donc superbe. Et c'est le genre de map où à chaque fois on se disait tiens mais c'est vrai que cette map là j'ai presque envie de dire tiens elle existe quoi. Enfin ah bah tiens on va voter Slums pour changer et puis c'était juste génial quoi. Et franchement elle est dans le top 3, top 4 des maps de Black Ops 2, hein, je crois en tout cas. Euh, et évidemment, après, on a aussi du standoff. Donc standoff au Kyrgyzstan, si je ne me trompe pas. Et pour moi, comment, dans la popularité qu'elle a eue, ou même un petit peu dans sa conception, elle me rappelait un petit peu la map Fire in Range de BO1. Sans aller jusqu'à dire que ce sont des maps qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, hein, non, c'est pas ça que je veux dire, mais je sais pas pourquoi, je les trouve, je leur trouve des petites similitudes, euh, notamment un petit peu les espèces de la petite fenêtre dans laquelle on pouvait aller un petit peu à l'étage comme ça, qui rappelle un petit peu pareil sur Farin Range, on avait aussi des endroits où on pouvait se mettre un petit peu en hauteur, mais sans être non plus dans une grande tour de 100 mètres en hauteur, bien sûr. Et puis Standoff, voilà, map très populaire, elle était très 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 votée dans les accueils, un peu à l'image aussi de Fire in Range. Euh, ouais, donc très intéressante aussi à jouer, hein, Standoff. Euh, voilà, puis après on peut citer aussi la map Plaza, euh, où on voit encore un peu le contexte original des maps de Plaza, enfin avec Plaza, parce qu'elle se situe dans... Alors, Plaza, j'allais dire un hôtel, mais non, là je dois confondre avec la réalité. Mais une espèce de grand centre commercial un peu moderne, futuriste, avec aussi une petite discothèque à l'intérieur. Enfin, voilà, c'est pas des maps, c'est pas la guerre pure, hein, c'est pas du MW2. Et ça fait du bien aussi, voilà, de changer un petit peu que ça reste un peu enfin qu'on puisse jouer entre guillemets à la guerre, mais dans une ambiance un peu plus légère, hein, si on peut dire ça, et qui nous change un peu les idées. Donc Plaza, en plus elle se déroule un peu dans la nuit, hein, Plaza, en tout cas dans une ambiance nocturne. Donc ça c'est toujours assez original, hein, c'est pas quelque chose de très fréquent, donc c'est c'est aussi à noter quoi. Et puis dernière map, ou plus ou moins dernière map qu'on pourrait dire. euh, Il s'agissait de... Ça va me revenir tout de suite. J'ai essayé de voir si je me rappelais d'ailleurs. Je pense que Drone, je dois pas confondre, hein. Je pense que c'est la map... J'espère que je vous ai pas dit une bêtise tout à l'heure et que Drone, c'est bien la map à laquelle je pensais et que j'aurais pas confondu avec une autre. Mais bon, de toute façon, je vous fais confiance. Je pense que vous êtes des petits spécialistes de Black Ops 2. Et au pire, je vous mettrai dans la description des petites rectifications à la limite, s'il faut. Euh, Voilà, alors au niveau des maps, euh, je pense qu'il y en avait encore une ou deux dont on aurait pu mériter de parler. Euh, Ça va me revenir tout de suite. Ah voilà.
parce que là, à l'heure où je vous parle, il commence à se faire tard, mais je voulais quand même ne pas oublier de parler de la map Express. Euh, donc elle se déroulait à Los Angeles, dans une gare, une station de train, ou en tout cas de train urbain, quoi. Et même chose, un contexte encore une fois assez original, et puis les trains là, qui passaient à tout moment, auxquels il fallait faire attention. On voit un petit peu le côté un petit peu fun de Treyarch là-dessus d'ailleurs. À partir du Black Ops 1, ils ont beaucoup aimé nous proposer des maps un peu animées comme ça. Et puis, euh, et puis même de manière générale, l'habillage de Black Ops 2, pareil, est très coloré, hein. Par exemple, les noms des maps sont écrits en orange. Euh, le plus 100 est dans un coloris assez presque un peu fluo comme ça, très vif. Et pour le coup, le plus 100 aussi, on peut dire qu'il est beaucoup plus petit que ce qu'on avait eu l'habitude d'avoir. Donc après ça, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'était original et quand même plutôt stylé. Je pense que vous serez assez d'accord. Euh, et puis voilà, de manière générale, même dans les menus, les couleurs étaient assez, enfin, les écritures étaient assez vives. On avait beaucoup de orange qui ressortait. Euh, que dire de plus sur... on avait aussi les médailles. Ça, c'est une petite innovation de Black Ops 2. Donc les médailles, je le rappelle, hein, ce sont des espèces d'items qui apparaissent au milieu enfin, en haut de l'écran, en plein milieu, mais en haut, pour pas nous cacher la vue évidemment, et qui rappellent un petit peu la performance qu'on a réalisée euh, par rapport à un kill donné, par exemple. Ça peut être avoir fait un headshot, ça peut être des choses plus classiques, comme par exemple, on s'est vengé d'un adversaire qui nous avait eu auparavant. Ça peut être la médaille rabat-joie qui nous indique qu'on a cassé la série d'un adversaire. Ou après des séries plus par rapport au titre nucléaire avec des échelons comme ça selon la série qu'on est en train de faire. Avec en premier, si ma mémoire est bonne, évidemment la sanguinaire au bout de 5 kills. Euh, Après, au bout de 10, il me semble que c'était sans pitié. Après, au bout de 15 kills, une belle médaille un peu argentée qui était impitoyable. Et ensuite, j'avoue que alors après, oui, ma mémoire flanche un peu parce que je n'ai pas eu la chance de beaucoup en faire après à partir de 20, puis 25 kills. Mais évidemment, après, à partir de 30, ça, je pense que tout le monde connaît à peu près. Il s'agissait du titre nucléaire. Euh, D'ailleurs, la barre avait été mise encore plus haut que sur les précédents opus, puisque avant c'était 25 kills et là il fallait en faire 30. Et donc on n'avait pas cette chance d'avoir une MOAB, ou en tout cas une bombe à déclencher, mais on avait quand même ce joli petit titre nucléaire. Euh, donc évidemment la map ne changeait pas de couleur, etc. Mais on pouvait avoir on pouvait avoir une petite récompense, et en plus de ça, c'était très agréable de pouvoir savoir où est-ce qu'on en était dans sa série, et qu'en plus, même si on s'arrêtait à, mettons, 15 ou 20 kills, on avait ce plaisir quand même d'avoir débloqué un petit quelque chose, en l'occurrence une belle médaille. Et sans oublier quand même de mentionner les jolies médailles qui nous annonçaient qu'on avait réalisé par exemple 4, 5 ou 6 kills à la suite. Notamment, il y avait tueur fou, qui, voilà, avec des crânes comme ça sur la médaille, les uns à la suite des autres, il me semble, et qui, en gros, ça voulait dire on avait réussi à faire 5-6 kills euh, assez rapidement. Alors, évidemment, moins rapidement que sur MW3, parce que là, il fallait que les kills soient vraiment enchaînés presque instantanément. Et là, on avait un peu plus de temps pour les faire, et du coup après on pouvait débloquer des jolies petites médailles, tueur fou, etc. Donc là, qui était récompensé, c'était pas forcément de faire de 4 kills presque collatéraux par exemple,
Mais par exemple, on avait quand même, ça voulait dire qu'on avait réussi à faire un bel enchaînement, qu'on avait été adroit et que on avait réussi quand même en l'espace de quelques secondes, même ça peut être 5 ou 10 secondes, mais on avait été, on avait fait une mini belle performance en faisant, mettons, ouais, je vous disais 5-6 kills sur peut-être 10 ou 12 secondes, ce qui était quand même assez remarquable. Donc voilà pour ce qui est des médailles. Et puis, autre petite, puisque je suis maintenant en train de vous parler des originalités de Black Ops 2, on peut dire que la personnalisation des classes était assez, ils avaient innové, puisqu'on avait le droit à 10 items, enfin 10 emplacements, si ma mémoire est bonne. Et en gros, après, c'était à nous de faire ce qu'on appelait un pick 10, voilà, c'est-à-dire on faisait sa petite popote et on pouvait, admettons, sacrifier telle ou telle chose pour avoir plus de telle ou telle autre chose. Alors, si je devais donner un exemple, ça pourrait être, eh bien, si on voulait équiper son arme tel un Terminator et avoir une arme redoutable, on pouvait aller jusqu'à trois accessoires dessus. Donc par exemple, ça pouvait être une poignée pour viser plus rapidement, enfin mettre en joue la plus rapidement, une autre poignée, admettons, pour être plus stable, et puis ça peut être pourquoi pas un silencieux, un chargeur rapide ou grande capacité, ou encore un joli petit viseur, ou encore une crosse qui était très pratique pour se déplacer latéralement de façon assez rapide, enfin plus rapide que la norme, que la base en tout cas. Euh, et donc du coup, pour avoir ça, il fallait avoir il fallait choisir d'avoir son arme, enfin il fallait choisir comment on appelle, une espèce d'emplacement une- qui s'appelait arme suréquipée, mais qui nous coûtait un emplacement. Et donc du coup, il fallait sacrifier, par exemple, eh bien on ne pouvait pas avoir de grenade, ou bien il fallait sacrifier son insertion tactique. Où on pouvait à la place plutôt ne pas avoir beaucoup d'accessoires, mais avoir plus d'atouts. Et par exemple, au lieu d'avoir trois atouts, on pouvait en rajouter un quatrième, ainsi de suite. Donc ça, c'était assez innovant et assez appréciable, je trouve en tout cas. Et après, pour ce qui est des killstreaks, eh bien, la différence était qu'il ne fallait pas faire des... Enfin, ce qui était récompensé, c'était pas forcément le fait de faire un certain nombre de kills, mais c'était le score qui était récompensé, ce qui fait que les assistances étaient prises en compte, ou encore la capture de drapeau. Mais en contrepartie, parfois les killstreaks étaient un petit peu longs à débloquer. Par exemple, les chiens ou l'unité canine, hein, parce que c'était le vrai nom, euh, elle s'est débloquée qu'au bout de 17 kills, enfin, justement pas kills, mais l'équivalent de 17 kills, ce qui était quand même assez laborieux, et puis en plus dans des parties en match à mort par équipe, qui se terminaient au bout de 75 points, ça pouvait être parfois compliqué de les débloquer, alors que si on était dans le mode domination, là, ça pouvait faciliter un peu les choses. Donc moi, je soupçonne, entre guillemets, les développeurs d'avoir axé les killstreaks sur enfin, en tout cas, d'avoir pris en compte beaucoup le mode domination pour leur killstreak, mais parfois je trouve que c'était pas tout à fait adapté au match à mort par équipe, dans le sens où c'était pas évident de les débloquer en match à mort. Parce on pouvait pas, par exemple, compter sur la capture de drapeau pour aller jusqu'à 17 kills, ou pour débloquer les chiens, ou... Bon voilà, après par contre, ce que j'ai beaucoup aimé dans les killstreaks, c'était le Lone Star, notamment. Un superbe, c'était un peu à l'image du Reaper sur NW3, et il était vraiment redoutable. Et puis très stylé, hein, de façon générale, comme ça, avec ces espèces d'écran un peu tout vert, comme ça, un peu façon visée thermique. On voyait un peu les corps comme si c'était un peu ouais, une vision thermique. Et puis très précis, en plus, le Lone Star. Et puis il y avait aussi la fameuse microstation orbitale, qui était la petite sœur ou le petit frère, c'est selon,
du SR71, ou on l'appelait aussi le Blackbird, qui donnait la position des adversaires en continu sur la minimap, ainsi que leur direction d'ailleurs. Mais pareil, la microstation orbitale. Alors attendez. Voilà, vous en avez l'habitude, hein, petite pause euh, hydratation, pause fraîcheur. Elle se débloquait qu'à partir de 11. Alors, soit on disait 11 kills ou 11 100 points, 1100 points, je crois. Donc voilà, bon. Après, c'est les goûts et les couleurs, hein. Peut-être qu'il y en a qui ont bien aimé ce système des scores streaks. Enfin, au-delà de dire si on aime ou pas, il avait ses bons côtés et peut-être ses côtés un peu moins. Enfin, ça, c'était bien et pas bien à la fois, mais bon, voilà. En tout cas, ça avait le mérite d'être nouveau. Voilà. Et d'ailleurs, je le rappelle, mais on appelait ça du coup les score streaks, avec le mot score dedans, pour bien indiquer que c'est le score qui est pris en compte et non pas le nombre de kills, comme on le disait pour les kill streaks. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui me vient encore à l'idée? Par exemple, j'avais beaucoup aussi aimé la musique du menu du mode multijoueur. Musique très prenante. Euh, Vraiment, on pouvait l'écouter des heures, si on peut dire. En tout cas, c'est le genre de musique qui vous marque et qui vous plonge après dans la nostalgie, hein, je pense, quand vous la réécoutez, ne serait-ce que quelques années plus tard, et encore plus à l'heure actuelle, du coup. Euh, et puis pareil, le fond d'écran, si on peut dire ça, du menu du mode multijoueur, un peu sur un thème, dans un thème un peu noir, comme ça, un peu black, hein, c'est qu'à de le dire. Euh, Comme d'ailleurs Black, enfin Black dans le sens de Black Ops 2 du coup. Et bien pareil, et ça c'était assez nouveau, et puis c'était différent de ce qu'on avait eu sur BO1. Donc encore une fois, on voit un peu des espèces comment? Des gros contrastes entre les deux premiers Black Ops du nom. Euh, donc voilà. Ah oui, j'aurais voulu quand même vous rajouter que dans le gameplay pur, parce que j'en ai pas trop parlé, euh, je trouvais très sympa le fait que, enfin sympa. Encore une fois, ça a ses bons côtés et ses moins bons côtés. Mais vous saviez, quand on faisait un kill, je pense que ça vous a marqué tout autant que moi. Il fallait quand même un certain nombre de balles pour arriver à bout de ses adversaires. Et en sachant que le recul des armes était assez important quand même, hein, quand je repense notamment à la Scarache ou la AN-94, euh, le viseur, hein, quand même, il avait un certain recul, enfin le viseur, l'arme, hein, on va dire. Et en plus de ça, il fallait mettre beaucoup de balles sur nos chers petits adversaires, chose à laquelle on n'avait pas été tant que ça habitué auparavant, même si Treyarch a toujours eu un peu cette habitude-là. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais à comparer notamment à BO1, euh, les joueurs, enfin, comment dire, par exemple, les personnages adverses apparaissent en étant beaucoup moins grands que sur BO1. Par exemple, si vous regardez BO1, vous le remettez, vous allez voir les personnages, ils sont énormes, si on peut dire. Ouais, tout est très grand en fait. C'est comme s'il y a un peu une espèce de zoom sur l'écran. Et alors que dans BO2, tout apparaît en étant beaucoup plus petit. Et du coup, les bonhommes également, enfin les bonhommes, vos adversaires, quoi. Et ce qui fait que ça rajoute de la difficulté, parce que étant plus petit, eh bien, ça va de soi, après, pour ajuster, voilà, ça demande, enfin, la difficulté est encore un peu plus élevée, du coup. Donc ça, ajouter au recul, ajouter encore au nombre de balles qu'il faut mettre, faisait que c'était un jeu assez difficile, hein, Black Ops 2. D'ailleurs, c'est pas par hasard, ce n'est pas par hasard s'il est arrivé
en dernier dans les Call of Duty, hein, parce que ça voulait dire qu'aussi qu'on avait eu le temps un petit peu d'avoir un certain niveau sur les premiers Call of. Et là, je pense que les développeurs se sont dit, bah voilà, la communauté maintenant a acquis dans l'ensemble un certain niveau. Et donc, pour s'adapter à ce niveau, on peut mettre enfin, on peut relever la barre encore un petit peu plus haut en termes de difficulté. Et d'ailleurs, ce qui était une assez bonne chose, parce que comme ça, pour ceux qui aiment, et je pense que la plupart c'est notre cas, qui aiment donc le goût un petit peu du défi, et puis en tout cas le goût de progresser sur Call of, eh bien, en tout cas avoir ce plaisir de s'améliorer sur Call of, eh bien là c'était faisable. Voilà, parce que qui dit difficulté, dit évidemment après progrès. Euh, voilà, non, bah, alors en contrepartie de ça, par contre, comment? Les couleurs étant très vives, on voyait beaucoup les personnages, donc ça au moins c'était une bonne chose, parce que il y avait des Call of avant qui étaient un peu plus ternes. Par exemple, si je vous dis Downturn, la map Downturn sur MW3, ou encore Fallen, pareil MW3, fallait se lever de bonne heure pour voir les petits personnages hein, dans les décors de ces deux maps-là, entre autres bien sûr. Donc, voilà, voilà, j'ai envie de dire. Que dire d'autre? Ouais, donc Black Ops 2, un jeu assez difficile à prendre en main. Euh, D'ailleurs, quand j'y repense, la plupart des les échos qui avaient eu, enfin comment, la tendance sur des sites, enfin comment, quand on écoutait un petit peu les testeurs de jeux ou en tout cas euh, les comment les créateurs, voilà, je cherche un peu mes mots, il se fait un peu tard, mais les créateurs de contenu de l'époque ou autres, on pourrait dire youtubeurs, enfin, la tendance était justement à dire que Black Ops 2 était un jeu plutôt difficile, hein, donc vous voyez, hein, je pense que avec le recul, ça se confirme. Euh, Ah oui, voilà, je voulais quand même mentionner rapidement aussi au niveau des armes. euh, alors, je vais pas faire je vais pas décortiquer dans le détail tout ça, mais je voudrais mentionner quelques armes un peu coup de cœur. Par exemple, le KSG. Euh, Ah oui, non, alors je voulais quand même, oui, le KSG, si vous voulez, donc c'était un fusil à pompe qui permettait d'éliminer à une très longue distance. Mais en contrepartie, il fallait être très précis, puisque la zone du hit marker était vraiment toute petite. Mais par contre, en contrepartie de ça, on pouvait faire des très longs, des vrais longs long shots, surtout pour un fusil à pompe. Donc ça, c'était super. Et en plus, on n'avait pas eu de KSG, en tout cas pas un comme ça auparavant. KSG 12 d'ailleurs, si je suis encore plus précis hein, dans l'appellation de cette belle arme. Euh, D'ailleurs, en parlant de la zone des hitmarkers, de façon générale, elle était très petite, hein. Encore une fois, déjà que les bonhommes n'étaient pas bien grands, c'est-à-dire que la zone du hitmarker pour toucher l'adversaire, elle était vraiment réduite à son minimum. Donc fallait vraiment être euh, le plus précis possible pour être sûr de toucher l'adversaire. Et puis bah après dans les armes, au niveau des snipes, on avait le DSR 50 qui était très puissant, mais en contrepartie était un peu plus lent à recharger notamment, et puis pour viser avec, si je ne me trompe pas. Et puis quand je dis recharger, c'est pas forcément le chargeur complet, mais même vous savez quand on remettait une balle, enfin non pas quand on remet une balle, mais quand on actionne le levier pour remettre en joule une balle, pas en joule mais je ne suis pas un spécialiste des armes, mais pour remettre en gros, bah, en fait c'est un sniper au coup par coup simplement. Donc pour que l'arme soit de nouveau prête à tirer la balle suivante,
eh bien, le délai était un peu plus long sur le DSR que sur le fameux Ballista, qui lui était un peu moins puissant tout simplement, et qui avait une balle un peu moins balèze, si je peux dire, c'est-à-dire que pareil, la zone du hit marker était un peu plus petite sur le Ballista, c'est-à-dire que si par exemple vous touchiez un peu une zone, vous n'étiez pas en plein milieu de l'adversaire, vous avez de grandes chances de faire un hit marker. Là où le DSR 50, vous pouviez taper un peu partout, voilà, vous faisiez des one-shots presque à tous les coups. Mais par contre, le Ballista présentait l'avantage d'être plus rapide quand on se déplaçait, mais aussi pour viser ou pour recharger, etc. Donc c'était un peu l'arme euh, qui était privilégiée par les joueurs snipers. Et ce qui était génial sur le Ballista, c'était la mire, qui était un accessoire auquel on avait eu droit. Et hormis les jeux de Seconde Guerre mondiale, on n'avait pas eu d'autres snipers avec une mire. Et du coup, ça permettait vraiment de faire. Bah, c'était un parfait compromis entre une arme classique et un sniper, puisqu'on avait cette puissance des snipers avec le mode de visée d'un fusil d'assaut. Et vraiment, ça donnait lieu à des. Enfin, moi, à titre personnel, parfois je peux même lancer Black Ops 2 euh, juste pour faire une petite session à la mire, quoi. C'est vraiment le top. C'est-à-dire que c'est une sensation assez unique. Et en plus de ça, quel plaisir de retrouver ce système un peu de fusil au coup par coup à la mire sur un Call of Duty moderne. Hein, parce qu'à part sur World at War, on n'avait pas eu droit à ça sur d'autres jeux. Donc là, encore une fois, Triarch a vraiment assuré sur ce coup-là, encore une fois. Euh, et puis bon, après, une fois qu'on prenait un peu le truc en main, c'était ni simple ni trop difficile. C'était un bon mélange. Et ça permettait à la fois de progresser et ça complétait bien le sniper classique avec la lunette normale de visée normale. C'était un bon, ça complétait en fait. C'était deux armes qui se complétaient. En tout cas, pas deux armes, mais deux façons de jouer qui se complétaient bien. Et puisque je parle un peu des armes, fallait quand même rappeler que Triarch nous avait fait une belle petite surprise. Euh, En fait, vous en rappelez sûrement, on pouvait avoir droit alors déjà, il y avait des camouflages en or, évidemment, qui se débloquaient par le biais de défis. Parmi ces défis, il y avait faire 75 headshots, ou 100 headshots, ou 100 one shot, one kill, enfin un kill en un seul coup. Faire 5 sanguinaires uniquement avec telle arme. Et quand on remplissait quand on débloquait les camouflages or de toutes les armes d'une certaine catégorie, on avait droit à un camouflage secret que pour alors personne ne connaissait puisque ça n'avait pas été dévoilé par les développeurs, qui n'était autre que le camouflage en diamant. Donc superbe camouflage, très bien réussi. Déjà que celui en or était beau, mais alors là en diamant, c'était vraiment. Enfin, ils nous ont fait rêver, hein, Black Ops 2 là-dessus, y a pas de problème, quoi, c'est génial. Enfin, ça l'était en tout cas. Et, euh, et voilà, et en plus de ça, le côté diamant était vraiment, le rendu était vraiment bien, était vraiment bien rendu, hein, si c'est un peu, je me répète, mais c'est ça, hein, je veux dire, c'était nickel. Et en plus de ça, c'était un peu comme vous serez peut-être d'accord, un Easter egg, dans le sens où voilà, personne s'y attendait, et donc c'était un peu la folie, quoi. Donc vraiment super, on tient un coup de chapeau à Treyarch encore une fois pour ça. Et on voit encore une fois qu'ils sont très forts pour innover. Et donc, bah écoutez, voilà, voilà, que dire d'autre au niveau des armes, les mitraillettes étaient géniales. Il y avait notamment la MSMC, il y avait la MP7, et puis il y avait beaucoup de mitraillettes avec chacun leurs propres caractéristiques, avec la Vector, qui avait la particularité d'être très stable, si je ne me trompe pas. Voilà, Vector, je vous en ai cité quelques-unes. Euh,
Oui, voilà, bah écoutez, on avait encore le retour des couteaux balistiques, de l'arbalète, on avait droit aussi à l'insertion tactique, on avait droit au tomahawk, ou en tout cas, elle s'appelait la hachette de combat. Euh, et puis un joli bruit des hitmarkers, encore une fois. Enfin, vous voyez tout ce genre de choses qui font vraiment la patte des superbes Call of version PS3 et 3.6. Oui, hein, parce que j'ai souvent l'habitude de dire que PS3 parce que j'ai mes petites habitudes sur cette console, mais j'ai rien. Enfin, non seulement je n'ai rien contre la Xbox, mais même je l'aime beaucoup aussi. Et d'ailleurs, j'en ai eu à l'époque, j'en avais eu une. Enfin voilà, j'ai un petit peu joué aux deux, mais par contre pour ce qui est du multi, j'ai principalement joué que sur Play. Euh, enfin voilà, de toute façon, ce sont deux très superbes consoles, il n'y a pas de problème là-dessus. Et, euh, et donc oui, euh, en évoquant un peu tous ces super Call of, on voit que on comprend pourquoi ils ont eu autant de succès à l'époque. Et, euh, et voilà, ce sont des Call of qui sont assez complémentaires, qui restent dans une même ligne directrice, mais qui en même temps ont chacun leur spécificité, leur originalité aussi. À chaque fois, chacun rapporte une voire plusieurs petites nouveautés. Ce qui fait que les Call of Duty qui se suivent sont peut-être même encore, on peut dire même à chaque fois un peu mieux à chaque fois, on va dire. Même si dans tout l'ensemble ils se valent tous, hein, ils sont tous au top, hein, enfin, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Et du coup, voilà, hein, Black Ops 2, faut le rappeler, il marque la fin, enfin, c'est un peu il boucle la boucle de la période PS3 et 360, puisque vous me direz, il y a Ghost, hein, mon cher ami, et vous auriez raison, mais il faut savoir que Ghost était un Call of sorti à la fois sur Play 3 et sur ce qu'on appelait à l'époque la New Gen. Or, Black Ops 2, lui, par contre, il est le dernier Call of Duty exclusif à une console, enfin en l'occurrence à une génération de consoles, donc PS3, 3.6, je me répète, tandis que Ghost, ça y est, c'est le passage en douceur, mais en transition en tout cas, mais on est bien on rentre en tout cas dans une nouvelle ère, et c'est un Call of Duty qui, en fin de compte, même s'il était sur PS3 et que d'ailleurs tout le monde il a beaucoup plus joué sur Play 3 ou 360. Il était disponible aussi sur PS4 et Xbox One. Et d'ailleurs, avec le recul, on voit qu'il était beaucoup mieux développé sur ces deux consoles, au niveau de ses graphismes, au niveau de sa fluidité. Enfin, on sentait que c'était un peu les débuts de jeux faits pour de la nouvelle génération. Euh, voilà, tandis que BO2, voilà, lui par contre c'est exclusivement PS3 3.6 et on voit bien que le jeu il est très bien développé, il n'y a aucun problème, il est même très très beau. Parfois il suffit de s'arrêter même sur certains, on prend 2-3 secondes pour regarder les graphismes et voilà, il y a des textures qui sont très belles, enfin peut-être même plus que ce qu'on pourrait croire parce que des fois quand on joue à un jeu on prend pas le temps, mais je vous invite à regarder un peu tranquillement maintenant avec le recul et vous verrez, hein, même encore maintenant c'est des très beaux jeux. Et donc voilà, hein, écoutez, Black Ops 2, hein, euh, il termine en beauté ce cycle de PS3 et de 360, et, euh, et vraiment, il pose enfin, ces Call of Duty posent les bases d'une licence qui n'a pas fini enfin, pour alors on est en 2012, mais qui n'a pas fini, voilà, de perdurer et qui a encore de belles années devant elle. Euh, et d'ailleurs, la suite donnera quand même, enfin donnera raison, hein, parce que sur Play 4, il y a eu des superbes Call of Duty également, avec des maps très très bonnes aussi, hein, comme sur Black Ops 3, la map Carbone. Euh, sur Advanced Warfare, il y avait la map Solar qui était superbe, la map Terrasse aussi, très jolie map. La map
Instinct, dans un peu la jungle, et puis avec des graphismes magnifiques aussi, hein, on était sur de la new gen, hein, forcément, donc voilà. Donc, enfin voilà, c'est Call of Duty de PS3, ils ont fait découvrir à beaucoup un nouveau type de jeu, hein, en l'occurrence le FPS, et puis même plus généralement le fait de jouer en mode multijoueur, hein. Euh, donc je pense que beaucoup de passions sont nées à ce moment-là, hein, pour le jeu vidéo en manière générale. Et puis bah franchement, Infinity Ward et Treyarch, et même on peut citer Sledgehammer Game, euh, on peut dire, hein, c'est la moindre des choses de dire qu'ils ont du talent parce que ils ont à chaque fois proposé des Call of Duty au top. Ils ont réussi à chaque fois à se renouveler, euh, à proposer des innovations, euh, à chaque fois à créer un petit peu à chaque fois, à chaque Call of Duty, des maps un petit peu qui rentrent un petit peu dans la légende. Et la série n'a jamais été à bout de souffle ou un petit peu en panne d'inspiration, bien au contraire. Euh, et le jeu est toujours resté dans sa dynamique de jeu un peu style un peu arcade, enfin un mode multijoueur un petit peu ni trop réaliste ni pas assez, où le fun est avant tout le mot roi, hein, enfin ce qui doit primer et ce qu'ont réussi à toujours mettre en avant les développeurs dans ces Call of Duty. Et voilà, je veux dire, ce sont des jeux où on s'amuse, où on peut toujours performer et un petit peu essayer de progresser, où de manière générale, il y a quand même une bonne ambiance. Enfin, je veux dire, par exemple, moi, ça m'arrive régulièrement qu'on me dit ah bah t'as fait une bonne partie, ou par exemple des fois quand on entend réagir dans le casque, il y en a ils vont te dire ouais belle action, beau kill, ou voilà, ou de temps en temps on peut recevoir un petit message, mais franchement c'est vraiment rare, hein, même parfois tu peux faire des belles parties où t'enchaînes un peu tes pauvres petits adversaires pour le coup. Et bon voilà, ils vont même pas te dire quoi que ce soit, ou alors ou à la limite ce sera un petit compliment. Donc c'est là aussi où on voit que la communauté Call of, bah là on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même une bonne et une belle petite communauté. Et, et d'ailleurs, je pense que ce qui est à la base de ça, c'est le fait d'être des joueurs passionnés. Euh, et voilà, je pense que chacun, si on vient jouer à un jeu, bah, je veux dire, dans la vie, il y a déjà tellement de choses qui peuvent, entre parfois notre boulot ou nos études ou l'école. Et voilà, si on allume sa console, qu'on met son petit CD et qu'on va jouer à la console 1 heure, 2 heures ou même plus pour les plus acharnés d'entre nous, voilà, c'est parce on est là avant tout pour s'amuser. Et franchement, c'est des choses qui n'ont pas fini de perdurer. Et, et ce qui est certain, c'est que toutes ces années-là, en tout cas toutes ces années-là de gaming, je parle pas que pour moi, hein, mais je pense que euh, si on devait compter et cumuler le nombre d'heures que chacun a passé et s'est amusé sur ces superbes jeux, je pense qu'on serait beaucoup plus dans quelque chose de positif que le contraire, hein. Je veux dire par là que la plupart des gens, je pense, se sont beaucoup plus éclatés sur Call of que le contraire, hein. Et puis de toute façon, il faut toujours un petit peu de tout, hein. C'est comme le chaud et le froid. Je veux dire, il faut parfois, même si de temps en temps ça peut arriver de passer à côté de sa partie, ou de tomber sur un accueil peut-être moins amusant que d'autres, mais voilà, je pense que c'est un tout et que vous serez peut-être d'accord, même je pense que oui, en disant que si, admettons, je vous fais un peu de science-fiction là, mais si on imaginait un monde comme c'était d'ailleurs le cas avant 2007 ou même 2003 pour le tout début de la licence, mais
avant 2007 et le vrai mode multijoueur tel qu'on l'a connu sur PS3, même si j'oublie pas les premiers codes, hein. Mais si on imagine un monde comme ça, sans Call of Duty, là du jour au lendemain, euh, je pense que chacun d'entre nous serait un peu triste, hein, même un peu, je pèse mes mots, et que on regretterait tous notre cher superbe Call of Duty et même de manière générale nos superbes petites consoles. Parce que bon, je parle beaucoup de Call of, mais euh, j'ai aussi beaucoup apprécié des jeux, notamment des jeux de sport, tels que les PES ou autres FIFA, enfin, ou FIFA tout simplement. Et que ce sont des jeux d'ailleurs que je n'oublie pas, hein, ces petits jeux de sport, et de foot en particulier. Et que donc voilà, je pense il faut mesurer sa chance d'avoir ces superbes jeux en notre possession, et qui d'ailleurs, en plus de ça, hormis éventuellement un abonnement et puis l'achat de la console, après, voilà, on peut y jouer euh, à sa propre, selon sa euh, à volonté, hein, tout simplement, je veux dire à sa propre guise, et puis voilà, après euh, à chacun d'être un peu raisonnable et de ne pas se laisser déborder, parce que des fois ça peut être le cas, tellement on peut kiffer ces petits jeux. Mais voilà, tout simplement, en un mot, tout ça, c'est du positif, hein, j'ai envie de dire, les amis. Et bah écoutez, je pense que vous serez d'accord. Et écoutez, si c'est le cas, je ne sais pas, là j'ai beaucoup parlé, mais n'hésitez pas d'ailleurs à me donner vos avis, hein, il n'y a pas que, il y a pas que le contenu comme ça par lequel on peut échanger, mais il y a aussi par le biais des messages écrits, hein, dans les commentaires. Enfin bref, vous faites, vous faites comme bon vous semble, hein, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup parler de ces superbes jeux. Donc voilà, je serais tout oui, hein, c'est qu'à de le dire, si l'envie vous en dit. Bah écoutez, j'ai donc terminé, en tout cas, a priori, j'allais dire ce petit, mais pas si petit que ça, podcast consacré à Black Ops 2, et donc à l'année 2012-2013. J'espère que j'ai fait à peu près le tour de ce très bon jeu, très bon, même plus que ça. Et, euh, et voilà, moi, je ne vais pas rentrer dans un classement. Alors, excusez-moi, je reprends une petite gorgée. Je ne rentrerai pas dans un classement des Call of Duty parce que déjà chacun voit midi à sa porte et chacun aime à sa façon ces jeux. Mais par contre, je pourrais dire quand même que ça c'est un critère objectif. Euh, je pourrais vous donner un peu des jeux sur lesquels j'ai passé plus de temps. Euh, alors en premier, enfin déjà il faut savoir que le premier jeu sur lequel j'ai joué au mode multijoueur, alors évidemment il y a eu donc c'était MW2, mais on va dire qu'à l'époque d'MW2 j'ai été beaucoup plus axé sur le mode campagne. Euh, Parce que déjà, même Code 4 que j'ai connu, mais j'ai beaucoup plus fait le mode campagne parce que j'étais déjà tellement bluffé par ces deux modes-là que j'adorais y passer énormément de temps. Mais ensuite, bien ayant connu quand même le multi de NW2, notamment en jeu en réseau local avec mes amis à l'époque, puisqu'on avait chacun sa Xbox 360 et puis qu'on voilà, on y jouait comme ça dans un mode local, hein, c'est-à-dire uniquement entre nous, quoi. D'ailleurs, j'en garde des très bons souvenirs. Et c'était donc mes premiers pas, si je peux dire, sur Call of Duty mode multijoueur. Mais après, le jeu que j'ai plus découvert par moi-même, un peu plus, j'ai envie de dire, dans mon coin, enfin voilà, en tout cas, tranquillos, et que j'ai pris le temps de découvrir vraiment le mode multijoueur, c'est BO1. Vers les années, on va dire, j'ai commencé assez tard finalement, c'était plutôt vers début 2014, fin 2013. En sachant que jusque-là, je jouais quand même au Call of Duty, mais encore une fois, plus aux campagnes. Je jouais aussi beaucoup à des jeux, enfin à des jeux, surtout FIFA.
j'allais dire à des jeux de foot, mais je jouais à FIFA en réseau. Et puis ensuite, voilà, j'ai eu envie quand même de me consacrer un peu à Call of. Et du coup, celui par lequel j'ai commencé étant BO1. Euh, donc jeu sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. Enfin, en termes de, je veux dire pas par jour, hein, je veux dire je jouais raisonnablement, mais j'y ai consacré, voilà, enfin dans la durée, voilà, dans la durée j'ai consacré du temps. Mais très vite j'ai quand même aussi acheté MW3 et assez rapidement bien sûr. Mais donc j'y ai joué aussi après, voilà, mais c'était plus occasionnel et c'était vraiment BO1 que j'ai adoré mes premières années de gamer. Et par la suite, donc j'ai goûté aussi un petit peu à Advanced Warfare sur PS3. J'ai même pris Black Ops 3. euh, j'ai aussi joué pendant presque un an à Black Ops 2. Ça, c'était vers 2015. Presque un an à Black Ops 2, donc j'avais atteint à peu près 15 jours de jeu. Donc du coup, ça m'avait permis d'être Prestige Master. Donc vous voyez, hein, Black Ops 2, je l'ai aussi adoré. Euh, Et puis par la suite, c'est plutôt fin 2018, début 2019, où j'ai eu envie de changer un peu de BO1 et je me suis consacré beaucoup plus à MW3, jeu que d'ailleurs j'adorais déjà, hein, mais que j'avais d'ailleurs beaucoup d'heures de jeu dessus, hein. En tout cas, j'avais plusieurs jours faciles. J'avais de quoi être en gros Prestige Master pour faire simple. Euh, mais voilà, là j'avais vraiment envie de m'y consacrer à ce superbe jeu. Et d'ailleurs, ça m'a donné raison parce que, enfin, je veux dire, je n'ai pas regretté, hein, j'ai vraiment continué après sur ce jeu et j'y suis resté d'ailleurs jusqu'encore à l'heure actuelle. Et je me suis pris de goût d'ailleurs pour le challenge de la MOAB, puisqu'après avoir passé plusieurs années sur BO1, j'avais à cœur de me lancer un nouveau défi et celui qui représente la Moab était vraiment parfait pour ça, puisque la Moab, je le rappelle, il faut faire 24 kills, ou en tout cas 25, mais on peut avoir détermination, hein. Bon après je vais pas tout réexpliquer, mais on va dire, pour faire simple, 24 kills sans mourir entre-temps, sans se faire avoir, et ça vraiment, sur BO1 par exemple, on débloque son petit Yui, et après ça s'arrête là. Mais là, vraiment, ça mettait en place toute une nouvelle stratégie, une nouvelle dynamique. Et voilà, et du coup, j'ai passé après plusieurs années sur MW3. D'ailleurs, vous pouvez vous en rendre compte dans mes vidéos, je pense, hein. J'ai beaucoup de contenu sur ce jeu. J'essaie de proposer pas mal de MOAB ou des tentatives, tout simplement. Et voilà, d'ailleurs, vous vous en rappelez peut-être, j'ai un podcast, enfin, j'ai proposé le podcast consacré à NW3, où j'explique un peu ma passion, enfin, j'explique, voilà, comme dans tout Call of, ce qui me passionne notamment en l'occurrence NW3. Et donc voilà, pour conclure, je dirais qu'en gros, euh, j'ai passé beaucoup de temps sur BO1 et MW3 encore un peu plus même si dans un premier temps c'était plus BO1. Ensuite, je classerais, enfin, je dirais qu'il y avait BO2 sur lequel j'ai passé du temps, mais un peu moins que sur les deux premiers cités. J'ai aussi beaucoup aimé Advanced Warfare. Euh, voilà, alors bien, alors avec les exosquelettes, personnellement, j'avais trouvé ça, enfin, même l'ambiance du jeu, je l'avais adoré. Et puis, c'est un jeu qui est fait par Sledgehammer Game, qui a d'ailleurs participé à la création et au développement de Modern Warfare 3. Jeu que, évidemment, comme je l'adore, ben, a priori, c'était bien parti pour aimer Advanced Warfare, puisque c'était leur premier jeu à Sledgehammer Game qui faisait en entier. Donc et d'ailleurs j'avais trouvé des petites ressemblances avec MW3, notamment dans les maps, etc. Enfin bref, ça je pourrais peut-être, pourquoi pas vous en reparler prochainement. Euh, donc j'en étais donc avant, voilà. J'ai aussi un petit peu joué à BO3, mais sur Play 3 c'était compliqué parce qu'il était vraiment, on peut le dire, je ne dis rarement du mal enfin, de Call of, mais il était un peu bâclé. Par contre, il n'était rien à dire, il était magnifique sur PS4.
Mais bon, la PS4, je vous en parlerai plus tard, mais j'y ai goûté que bien plus tard, à cette chère petite Play 4. Euh, et évidemment, MW2, voilà, enfin, superbe jeu. Un jeu auquel je n'ai pas poncé, enfin, j'ai pas poncé le multi, mais en revanche, c'est celui sur lequel j'ai le plus adoré le mode campagne. Pour moi, c'est vraiment le jeu où la campagne, je crois que je m'en lasserai jamais et euh, c'est vraiment, c'est comment? C'est la campagne qui pose les bases de toute l'ambiance, je trouve, notamment de la série Modern Warfare. Enfin, vraiment. Ah oui, et bon, évidemment, celle de Code 4 est topissime aussi. Mais je sais pas, quand je repense ne serait-ce qu'à la mission dans les favelas au Brésil, rien que ça fait rêver. Enfin, oui, cette mission, et puis je sais qu'il y en avait d'autres, mais après, dans ma tête, ça se mélange un petit peu, mais celle aussi en article, là, ou en tout cas dans un contexte euh, de glace, enfin la mission on débute avec les fameux, euh, vous savez, on grimpe une falaise de glace comme ça, enfin c'est vraiment superbe quoi, j'adore quoi tout simplement. Euh, donc voilà, donc du coup, tout ça pour dire que j'oublie pas quand même pas NW2. Et mon premier code en termes de version PS3, c'était Code 4, sur lequel j'ai tout simplement été amoureux du mode campagne. Euh, et puis ensuite, World at War, je n'ai pas vraiment eu à l'époque, pour rien vous cacher, mais je me suis rattrapé par la suite. Euh, Mais bon, d'ailleurs, retrouvez si ça vous intéresse mon podcast consacré à l'année 2008, où je reviens un petit peu d'ailleurs sur ce superbe jeu. Euh, et pour terminer, Ghost, que j'ai très apprécié, sans pour autant dire que c'est du même calibre que BO1 ou voilà, mais que j'ai beaucoup apprécié, et notamment rien que je vous évoque la musique comme ça du mode multi, rien que ça, franchement, je peux rebrancher, enfin, je peux remettre le CD et jouer un peu rien que pour entendre cette super musique. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère qu'en tout cas que tout ça vous aura passionné tout autant que moi. J'espère ne pas avoir fait trop long, mais bon, de toute façon, quand on aime autant un sujet, je pense qu'on peut en parler des heures, hein, j'ai envie de dire. Euh, Voilà, donc même ma petite bouteille, j'arrive à son terme, donc c'est que ça va se finir là-dessus, je pense. Ou en tout cas, c'est que c'est le moment un petit peu peut-être de vous laisser là-dessus. Et bah écoutez, j'essaierai de trouver prochainement un nouveau sujet pour vous conter, si je peux dire, un petit peu comme ça euh, la période magique qu'on a vécue de 2009, voire un peu avant, jusqu'à aujourd'hui, mais principalement de 2009, voire 2007, jusqu'à peu près 2015-2016 pour ce qui concerne la PS3. Bien qu'à mes yeux, cette console et les jeux qu'elle propose, voilà, n'ont pas grand-chose à envier à des jeux actuels, hein, dans le sens où dès lors que des jeux sont beaux, sont fluides euh, et sont agréables à jouer, eh bien, vraiment, que demander de mieux. Donc voilà, écoutez les amis, même ma voix commence un petit peu à peiner, donc je pense que c'est le signe qu'il faut qu'on se laisse ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, et bah écoutez, oui, le nom de la map, j'y repense de tout à l'heure de Black Ops 2 ne me revient pas, donc je vous confirme que je vous la mettrai en description. Et puis voilà, bah écoutez, c'était Codecast, avec le petit jeu de mots sur les podcasts. Hein, je pense que vous aurez peut-être compris, hein, depuis le temps enfin depuis le temps.
c'est un grand mot, mais j'en suis peut-être à peu près à mon 5e podcast, donc je pense que maintenant vous me connaissez un petit peu peut-être. Donc voilà, en tout cas, j'espère que tout ça, au moins, ça vous divertit, et puis au plus que ça vous passionne, hein, les amis. Voilà, bah, en tout cas, si c'est le cas, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Et moi, sur ce, je vais sûrement aller me reposer un petit peu, les amis, et notamment reposer ma petite voix. Allez, bah écoutez, ciao à tout le monde et plein de bonnes choses pour vous. Et en espérant que tout ça vous donne l'envie soit de continuer à jouer, soit pourquoi pas de vous y remettre. Et en tout cas, en un mot, comment, euh, en un mot, les amis, amusez-vous. Laissez votre passion prendre le dessus et soyez dans un esprit de fun et d'amusement sur ces superbes Call of Duty et de manière générale sur ces superbes jeux vidéo. Allez, sur ces belles paroles, mes amis, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.